Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Les playoffs continuent d'approcher. Les previews continuent d'avancer. Une petite aparté aujourd'hui, parce qu'on a fait une petite journée un petit peu exceptionnelle. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la création du Shoot and Quiz. Pour ceux qui ont participé à la création, c'est assez rapide, on est 3. On voudrait remercier bien sûr le caméraman, Monsieur Najim, The One Ball de nous avoir accueillis sur place et surtout vous, bien sûr, les candidats qui ont participé. Aventure mortelle à vivre, c'était lourd de le faire. Il y a des équipes qui ont été... Des équipes qui ont dominé les débats, comme certaines équipes risquent de dominer les playoffs. Et on va en reparler juste après le générique, mais en tout cas, on tenait à vous remercier avant de commencer cette petite vidéo. On enchaîne, parce que les playoffs ne nous attendent pas, et il faut que ça continue d'avancer. C'est parti. Donc c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une des séries les plus captivantes et les plus indécises. Tout ça, voilà, on va pas se mentir, ça risque d'être une des plus compliquées. On va pas tout spoiler les 3 premières minutes, mais ouais. Ça risque d'être serré et beaucoup de monde attend cette opposition, nous y compris, et je pense que ça sera une des plus serrées potentiellement du premier tour en tout cas. Il y a des chances. On va quand même vous refaire le récap de comment on fait à chaque fois, un peu le classement de chaque équipe, ce qu'on avait mis plus ou moins en preview, s'il y a un événement marquant, et la dynamique, avec ensuite les joueurs clés, les coachs, et la bascule qui fera pencher d'un côté ou de l'autre, et qui pourra être cette fois-ci primordiale dans cette série. Donc on va partir sur les Nuggets, qui sont arrivés 4e. Du coup, comme c'est moi qui vous les présente, je vous reviens un peu sur ce que j'avais mis en preview. Moi, je les avais vus jusqu'à la 3e place. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que Houston arrive à choper une 2e place, et c'est pour ça que je les avais mis aussi haut. Donc on est à peu près ce qui est attendu, et on sait que ça s'est joué de façon à un match entre la 2e et la 8e place à l'ouest, donc c'était un peu compliqué. En termes d'événements, maintenant, si on peut dire dans leur saison, c'est le licenciement de leur coach. Juste avant. Clairement, événement tardif, mais l'événement marquant est là. Événement tardif mais marquant, qui les emmène jusqu'en finale, jusqu'au titre il y a 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, on le remercie un peu en fin de saison, et pourtant Denver ne fait pas une si mauvaise saison que ça, et comme leur classement l'indique, quoi, c'est un peu étonnant. Enfin, moi j'étais le premier choqué, je sais pas si ça t'a... Ouais, clairement, on a eu pas mal de mouvements de coach sur cette fin de saison, mais je pense que on a pu être super surpris de celui de Taylor Jenkins. Ok, mais là, clairement, c'était encore plus choquant que ça soit Michael Malone qui soit licencié. Je veux dire, ils arrivent, ils sont qualifiés, ils ont leurs joueurs à leur prime. D'extérieur, on a toujours eu l'impression que ça se passait bien avec ces joueurs. 1-2-3 family, 1-2-3. Ouais, c'est ça, même fini, tu le en fait, voyais quoi. toujours dans ses discours de fin de match et tout, qui passaient souvent dans les médias, etc. Et effectivement, c'était un peu le remerciement d'un joueur en particulier, c'était un peu le truc qu'il faisait, avec le MVP du match, mais ouais, franchement, incompréhension, et puis encore cette, plus cette proximité qu'il y avait avec Jokic, où ils ont été lui remettre son trophée de MVP dans son pays, en Serbie, etc. Enfin, vraiment de l'extérieur, ça laissait pas présager quoi que ce soit. Incompréhension totale, que ce soit sur le timing, et même si c'était fait en milieu de saison,
pourquoi. Ouais, ça aurait été tout aussi surprenant, c'est clair. Voilà, donc c'est l'événement un peu marquant qui a chamboulé un peu les Nuggets cette année. Après, si on revient sur la dynamique des Nuggets, eux sont en 11-11 là, comme on fait sur les 22 derniers matchs de la saison. Malgré tout, sur un bilan du coup mitigé, parce qu'on est à 50-50. On retrouve quelques victoires intéressantes, avec celles contre OKC, les Lakers, ou encore les Warriors, mais aussi des défaites un peu marquantes, notamment celle où Nikola Jokic fait un triple-double à 60 points, ils finissent quand même par perdre en prolongation contre les Wolves, sachant qu'ils ont déjà perdu un match 7 contre eux dans la saison précédente. Donc c'est des choses qui peuvent un peu les handicaper. On sait que le match aurait pu basculer d'un double pas de Westbrook ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu vraiment sur des détails, mais malgré tout c'est des défaites qui peuvent un peu les handicaper, peut-être même leur mettre un peu de pression à l'arrivée des playoffs. Donc une dynamique moyenne, quoi. Ouais. Et puis c'est des détails qui ont peut-être un peu plus d'importance que ce qu'on croit, parce que les seules premières choses qui sont un petit peu ressorties suite à l'éviction de leur coach, c'est qu'il y a des gens au sein du front office ou de l'effectif qui ne comprenaient pas l'entêtement qu'il avait à faire jouer Westbrook, par exemple, en fin de match, etc. Et on sait que, par exemple, sur ce cas-là, ça lui a pas donné raison. Et apparemment, c'est les premiers un peu bruits qui sont ressortis où il s'entêtait à tout le temps faire jouer les mêmes, même quand ça fonctionnait pas, et pas donner sa chance à d'autres joueurs. Ça reste tout aussi surprenant, mais je veux dire, c'est peut-être des détails qui, eux, l'auront amené à voir un peu plus loin, quoi. Je laisse nous faire un petit récap. Du côté des Clippers, alors... début de saison, avant même que ça commence, un petit peu marqué par le départ de Paul George, du coup, qui est parti aux Sixers. Pas sûr qu'il soit content d'avoir refusé le contrat qu'on lui proposait à l'époque. En tout cas, les Clippers, eux, ça leur a plutôt fait du bien, et je pense que ce qui leur a fait le plus grand bien, c'est un peu paradoxal, c'est le départ de Paul George et le fait de commencer la saison avec Kawhi blessé. Plus personne en attend grand chose, entre guillemets, hein. Nous, on les avait pas mis spécialement haut non plus. Moi, je les avais 9e, je sais plus combien tu les avais mis, mais je crois qu'on était un peu dans les mêmes ranges. Et en fait, ils commencent cette saison avec un seul joueur majeur, entre guillemets, c'est James Harden. Et du coup, là, en fait, on peut retrouver une mise en place comme James Harden les aime, c'est-à-dire c'est lui qui a la balle, c'est lui qui met tout en place, et les autres sont autour, c'est le joueur héliocentré, et ça fonctionne très bien. Et du coup, ça coïncide en fait avec Harden, retour à son prime, entre guillemets. C'est pas Harden des Rockets. On a presque retrouvé un Harden des Rockets, quoi. Bon, moins performant. Oui, un peu moins dynamique sur le premier pas, etc. Mais qui trouve d'autres façons de le faire, en fait. C'est ça. Et le fait, comme tu dis, qu'il soit seul, et on dirait que c'est ce qui lui correspond le mieux, et c'est là qu'il fait qui lui correspond le plus de bien pour son équipe, c'est quand il est tout seul à être mis en avant. Ouais. Même si on va un peu nuancer sûrement avec le retour de Kawhi, que ça fonctionne. Oui, que ça fonctionne quand même, effectivement. Sur la dynamique, on va en reparler, mais en tout cas, on retrouve un Harden All-Star qui ne l'avait pas été depuis 2021-2022. Donc c'est quand même beaucoup pour un joueur de ce calibre-là. Bon, après, il y a des saisons où il n'avait pas beaucoup joué, etc. Moi, c'est aussi ça que j'ai trouvé intéressant sur cette saison-là, c'est qu'on retrouve un Harden qui joue 79 matchs, et le deuxième joueur qui joue le plus de matchs avec lui, c'est Zubac. On sait à quel point Harden apprécie d'avoir un 5 en appui et d'avoir un lien 1-5 qui fonctionne. Et d'ailleurs, cette saison est aussi marquée par l'avènement justement de ce pivot-là qui du coup devient énorme, et carrément dans les potentielles meilleures progressions, défenseurs de l'année. Après, on verra
ce qui est attribué ou pas. Mais en tout cas, oui, il fallait faire on ne pouvait pas citer cette saison sans faire une mention spéciale à Zubac et à l'importance qu'il a pris, et aussi un clin d'œil à Norman Powell qui a fait une première partie de saison énorme et qui aurait pu même être élu au All-Star Game directement. Mais bon, vraiment une bonne saison des Clippers, un James Harden retrouvé. Ils finissent la saison avec un total de 50 victoires pour 32 défaites, égalité avec les Lakers et leur adversaire de la série, les Nuggets. Donc encore une fois, ça met en avant à quel point ça a été serré sur cette conférence Ouest. Et puis, question dynamique de fin de saison, là pour le coup, on est propre chez eux. Pas de fioriture. Plus que du 50-50 comme les Nuggets. On est à 4 défaites seulement sur les 22 derniers matchs. Ça coïncide aussi avec un retour de Kawhi Leonard en forme. Tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure sur le fait que ça fonctionne, la réintégration. C'est là que je voulais en venir, c'est que je connaissais pas du coup leur dynamique et ça correspond quasi à la réintégration de Kawhi et j'avoue que j'étais un peu sceptique sur justement cette cohésion entre les différents joueurs et là au final on y est parce que en tout cas les chiffres en termes de victoire en tout cas leur donnent raison sur le fait c'est clair. Et puis même dans le jeu là je trouve qu'en ce moment battre les Clippers c'est chaud. C'est compliqué. C'est chirurgical comment ils jouent, ils sont efficaces en attaque, en défense, il y a vraiment de tout. Et puis les apports qu'il y a eu à la trade deadline, surtout l'arrivée de Bogdanovic, ça fonctionne super bien. Alors ça a baissé un peu le temps de jeu de Norman Powell, etc. Mais du coup, ça fait 2 mecs qui sont capables de prendre feu. Bogdanovic, pour moi, est très fort. Il peut faire des cartons. Et pour continuer sur les apports de la deadline, là, c'est l'arrivée aussi de Simmons qui, un peu de manière anodine, alors sans qu'il soit au niveau de Ben Simmons à son prime, s'il a déjà eu un prime. Il faut plus en attendre si tu veux pas être déçu, effectivement. Mais en tant que rotation et mec qui arrive dans l'effectif, moi franchement, je trouve le niveau correct. Après, sans en attendre quelque chose de particulier. Non, mais je suis d'accord et je trouve que dans l'ensemble, pour rester un peu sur les Clippers, c'est une équipe qui a vachement de profondeur. Parce que s'il faut faire des mentions un peu spéciales sur l'ensemble de la saison des différents joueurs, il faut aussi mentionner Derrick Jones Jr. et Chris Dunn qui, à leur tour à tour de rôle ont été titulaires, etc. Et c'est pareil, ont apporté une base défensive justement à côté d'Harden et tout ça qui leur ont permis de maintenir ce cap-là et de ne pas sombrer pendant l'absence de Kawhi, et même mieux que ça, comme on l'a dit, puisque ça a bien fonctionné. Tout à fait. Maintenant, la question, ça va être de voir, pendant l'opposition, est-ce que ça va pouvoir perdurer de la sorte. Ça va être... Et c'est peut-être là qu'il y aura des inquiétudes. Dans notre structure, on va passer aux joueurs clés de la série. Joueur clé ou meilleur joueur, c'est un peu l'interrogation à chaque fois qu'on a sur les différentes previews, si vous avez regardé les précédentes. Ça risque d'être encore le cas. Meilleur joueur, une nouvelle fois incontesté, on va parler de Nikola Jokic. De toute façon, il est dans potentiel MVP et je pense qu'on est loin d'être les seuls en tout cas à penser que même s'il n'est pas MVP, ça reste le meilleur joueur actuel de basket qu'on puisse regarder. Ça doit être bien comme statut quand même. Ça va. Moi, je suis pas très loin, mais je suis pas très loin. Ça titille. Un petit quelque chose. Et donc après, meilleur joueur sûr, forcément ce serait un joueur clé, parce que de toute façon, sans lui, il n'y aurait pas de série, il n'y a pas de débat. Après, pour moi, si j'entends joueur clé, ça risque que d'être justement Kawhi Leonard, dans le sens où je pense qu'une opposition James Harden-Jokic actuellement fait que Jokic gagnerait tous les jours.
pas en un contre un, mais je veux dire dans un collectif. Sauf que si James Harden arrive à avoir un Kawhi Leonard à ses côtés, performant, il y a des chances que cette fois-ci, les Clippers deviennent vraiment meilleurs en termes d'effectifs. Moi, je suis d'accord. J'étais parti sur la même base que toi. On le sait, j'aime pas trop quand on part sur se dire ce joueur-là, ça va être le joueur clé parce que s'il reste en santé, c'est bon. S'il n'est pas en santé, c'est pas bon. J'aime pas l'utiliser non plus en bascule. Mais en fait, avec Kawhi, on n'a pas le choix que de fonctionner comme ça. Parce que si Kawhi est là, c'est souvent le et problème. qu'il est. C'est ça. Et s'il est là, comme il l'est sur les 10 derniers matchs, et bah alors oui, il y aura match. Oui, cette équipe des Clippers fait peur et va pas faire peur qu'aux Nuggets s'il reste en forme comme ça. Et si Kawhi est pas là, bah en fait, pour moi, la série, elle est quasiment pliée. Même si, comme on l'a dit, les Clippers ont gagné des matchs cette saison, mais en fait, ce mec-là, il connaît trop le métier et aussi fort soit Zubac. On en parlera peut-être après dans la bascule, puisque peut-être que je l'ai utilisé pour quelque chose. Mais le joueur clé à coup sûr de cette série, pour moi, ce sera Kawhi Leonard. On est d'accord. On va passer à la rubrique suivante, même si, bon, je suis désolé, une nouvelle fois, pas dans le même style que la précédente de Doc Rivers, mais on choisit à chaque fois le meilleur coach, entre guillemets, potentiel pour influencer celui cette série. À qui on donnerait notre équipe. Celui à qui on donnerait notre équipe pour l'avait passer ce comme tour, ça, justement. Ouais. Passer ce tour. On a choix entre Ty Lue et David Adelman. Bon, je vous laisserai chercher sur Wikipédia. Bon, voilà. pour les moins connus. On vous mettra la petite photo, vous inquiétez pas, mais malgré tout... Ça te permettra de mettre un visage. Malgré tout, sur 6 matchs de NBA contre les antécédents de Ty Lue, et de toute façon, même si ils avaient gardé Mike Malone en tant que coach, il y aurait quand même eu débat, je pense. C'est clair. Mais au moins pour les coups, ça aurait pas été facile de choisir. Ça aurait pas été facile. Là, on se penche directement sur Ty Lue. Nous, en tout cas, personnellement, on aime ce qu'il fait. Ses équipes ont toujours un peu de répondants et il a souvent su s'adapter. Donc franchement, respect pour ce coach parce que déjà, venir avec cet effectif des Clippers, c'est pas toujours attendu d'être aussi haut, sachant qu'ils ont passé une saison sans Kawhi. Donc franchement, il fait le taf et on l'a déjà vu, en tout cas en playoff, faire ce qu'il fallait. C'est clair. Et je crois que, comme tu le disais, c'est pas le cas, et malheureusement pour lui, mais même s'il y avait eu Mike Malone, je pense que j'aurais choisi Ty Lue parce que je trouve que c'est un coach un peu plus créatif et qui sait proposer des choses plus différentes. Peut-être que Mike Malone sait le faire, mais en fait, avec l'effectif qu'il a, ça fonctionne un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que c'est Jokic et créer le jeu pour le reste avec des mecs qui peuvent être très forts scoreurs autour, comme Murray, comme Porter Jr. On va voir ce que Adelman va proposer. C'est un mec sur les quelques derniers matchs de fin de saison qui a réintégré Pickett, par exemple, qui était un bon joueur, mais qui avait disparu sous le coaching de Mike Malone, etc. Donc, potentiellement, c'est peut-être un coach qui a des nouvelles idées. Malgré tout, pour l'instant, avec le recul qu'on a sur ce coach, de toute façon, il ne peut pas en être autrement pour nous que de choisir Ty Lue. Et en plus de ça, comme tu le répétais, c'est un coach qu'on apprécie, un mec qui sait mettre en place un small ball, qui sait jouer avec un grand, qui sait faire des choix de rotation pour pas qu'il y ait l'équipe sur le terrain sans Harden et Kawhi en même temps. Enfin, voilà, c'est un coach qui sait faire tourner son effectif. Et en plus, l'effectif des Clippers fait sûrement partie des plus profonds de la NBA parce qu'ils ont, comme on parle souvent des joueurs 6, 7, 8, le niveau de leurs joueurs 6, 7, 8, c'est des joueurs qui pourraient être 4, 5, 6 dans d'autres effectifs. Donc force à Ty Lue évidemment pour cette rubrique. Tout à fait. On va enchaîner du coup avec la bascule. Tout à fait. Et on va tomber du coup sur peut-être un des éléments les plus importants du coup de cette preview, c'est que
comme on l'a dit un peu au début, ça risque d'être très serré. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre? Si je dois donner la mienne, ce serait plutôt sur les role players, comme j'ai pu l'appeler. J'entends role player On attend bien sûr Nikola Jokic, on attend James Harden. On va dire en second, on attend du Jamal Murray, on attend du Kawhi Leonard. On peut avoir un peu de similarité entre les deux, dans le sens où leur niveau physique et leur condition physique peut influencer s'ils sont blessés, etc. Une fois qu'on a passé du coup ces 2 stars et ces 2 potentiels stars, s'il n'y a pas de blessure, moi j'ai trouvé un très fort Aaron Gordon cette saison. Et c'est lui que j'ai mis dans ce que j'ai appelé role player, et Christian Brown aussi avec son développement, et qui change franchement l'effectif des Nuggets. Et heureusement que ça a pris. Et heureusement que ça a pris, parce que voilà, on est toujours un peu déçu, peut-être qu'on attendait trop d'ailleurs de lui, de Michael Porter, même s'il y a du mieux par rapport C'est mieux, je suis d'accord. Il y a eu une stabilité, parce qu'il avait souvent des pics et des chutes. Et des gros bas, ouais. Il a plus un niveau moyen en termes de jeu et de réussite. Et après, pour les role players côté Clippers, j'ai mis dedans Nicolas Batum, Bogdanovic et Ivica Zubac, qui changeront complètement la donne du truc. Moi, Zubac, c'est un mec, franchement, que j'apprécie depuis déjà plusieurs années. Je trouve qu'il est pas mal sous-coté dans cette ligue. Ouais. Et cette année, on en parle un peu. Ils ont fait un peu de propagande. Je trouve on lui donne un peu de respect cette année. Et puis les Clippers ont fait un peu de propagande. On a vu des images un peu marrantes là, avec les t-shirts pour qu'il soit Defensive Player de l'année. Je suis un peu moins convaincu de forcément son niveau défensif pour qu'il soit défenseur de l'année. Je dis pas qu'il en a pas, mais non, c'est un bon défenseur de l'année. Je trouve ça un peu élevé, mais en tout cas, c'est pareil. MIP, en fait, on en a parlé et tout, mais je le trouve en fait moi sur une constante progression sans que ce soit totalement différent des années précédentes. Et c'est pour ça que je trouve qu'il était un peu sous-coté, c'est qu'on en parle enfin, mais en vrai il est fort depuis déjà un moment, j'ai presque envie de dire. Ouais, c'est vrai qu'il est fort depuis un moment, mais je trouve qu'il pouvait avoir aussi quelques phases d'irrégularité, alors qu'il s'est stabilisé cette saison, et effectivement qu'il a augmenté ses stats de partout. Il a quasiment augmenté de 5 points, il a augmenté de 3 passes, de 3 rebonds, il a augmenté d'une passe et demie. Donc pourquoi pas pour le MIP, on ne refera pas ce débat ici, mais ça s'entend, et effectivement, à coup sûr, il aura un rôle important à jouer. Parmi les role players, ça sera peut-être le joueur qui aura le rôle le plus important. Le fait que tu sois parti sur cet élément-là pour faire la bascule, ça m'arrange, parce que du coup, j'avais pas vraiment choisi entre les deux, et ça rejoignait un peu ce point-là. Donc je vais prendre le deuxième que je m'étais réservé. Moi, je pense que ce qui va faire basculer cette série, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir au Denver Nuggets. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, on peut se dire ouais, c'est des joueurs professionnels, etc. Ok, malgré tout, je pense que le licenciement de leur coach, il y a un peu anguille sous roche, parce que quelques matchs avant, on avait vu Jokic péter un plomb sur le banc, Jokic prendre l'ardoise depuis qu'Adelman est arrivé, il l'a refait, etc., pour dessiner des systèmes et tout ça. Mais je trouve qu'il y a un truc moyennement sain depuis quelques semaines au sein des Nuggets. Jamais officiellement et ouvert au public, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe pas correctement. Et moi, c'est peut-être un peu d'être un peu vieux jeu, etc. Mais
commencer des séries de playoffs alors que tu viens de virer ton coach, ton franchise player dit oui, j'avais été prévenu à l'avance, donc ça veut dire qu'il avait validé le truc. Enfin, je sais pas, je trouve que ça déstabilise un peu, et à l'inverse, t'as une équipe des Clippers qui arrive, qui sont contents de leur saison, qui sont sûrs de leur force, t'as leurs meilleurs joueurs qui reviennent au mieux, au meilleur moment. On en parlait juste avant, dans ton point de bascule, la forme de Jamal Murray. Ok, lui aussi il est revenu en forme, mais est-ce que ça va de nouveau tenir toutes les playoffs, ou est-ce que ça va rebaisser? Je sais pas. Moi je trouve que ce qui se passe au sein de la franchise de Denver en ce moment, c'est pas l'idéal pour commencer des playoffs, et j'ai peur que, en fait, d'apparence comme ça, tout va bien, mais s'il y a un accro dans un match compliqué qui devait gagner et ils finissent par le perdre, etc., je pense que ça peut péter en interne. Donc si ça n'a pas déjà pété, parce que je sais pas si tu as vu passer les images bien sûr. Et puis je sais pas si tu as vu les images de Gordon là, qui est arrivé avec œil au bord noir, bouche gonflée, les gens ils disent qu'ils se sont battus dans les vestiaires. Enfin, bon, ça c'est que des rumeurs de Twitter, mais rumeurs. Peut-être il n'y a pas de Jordan Poole dans l'équipe, donc ouais. Mais on ne sait jamais. On sait jamais. Donc ouais, je pense que cette ambiance au sein du vestiaire peut être pesante pour passer des playoffs sereinement. C'est sûr. Moi, c'est un peu déjà ce qu'on avait fait, parce que je vous dirais un peu résumé dans le récap, c'est que le timing est pas ouf, et il y a sûrement quelque chose de plus important, puisque c'est un truc où personne n'avait trop de prédictions là-dessus. C'est clair. S'ils avaient viré leur coach aussi proche des playoffs, c'est qu'il y a, à mon avis, quelque chose de sous-jacent. Potentiellement, ouais. On va passer sur les pronostics qui n'ont pas été faciles à faire. On en a établi, on vous les affiche, on vous laisse débattre. J'ai cru que t'allais dire, on vous laisse faire des captures d'écran. Vous pouvez aussi, après, voilà. Il y a du 4-3 de chaque côté. Il y en a un de chaque côté. Pour moi, ce sera Denver. Et pour toi, ce sera les Clippers. Sachant que, très compliqué, puisque du coup, effectivement, on a mis 4-3 tous les deux. Sauf que le 4-3, le 7e match, va se jouer à Denver. J'espère pour eux qu'ils vont pas se faire éliminer 2 saisons de suite en prenant un 4-3. Parce que là, ça pourrait faire mal. Ce serait dur, et c'est ce qui a... pas totalement, mais ce qui a fait pencher un peu plus la balance du côté de Denver pour moi, c'est qu'ils ont l'avantage du terrain. Une nouvelle fois, ouais, s'ils jouent un match de 7, ce sera chez eux. Donc, on sait que c'est pas une vérité absolue. Ça avantage toujours, malgré tout, l'équipe à domicile. Surtout, c'est dur d'aller le gagner à Denver. Voilà, en plus à Denver, on sait qu'il y a une grosse ambiance. Et j'ai cru d'ailleurs que tu parlais de ça d'abord dans la bascule quand tu disais l'ambiance. Ouais. Je pensais que tu parlais d'une ambiance de salle. Ah oui, de l'ambiance de salle. Bien sûr, il y a une ambiance dans le vestiaire aussi. C'est important. Au-delà de cette ambiance dans la salle qu'on peut retrouver, on l'a dit et répété plusieurs fois, moi je pense que Nikola Jokic reste le meilleur joueur actuel. Et je pense qu'il pourrait faire basculer son effectif dans une victoire. Après, si je dois mettre un bémol du coup sur les Clippers de manière générale, je pense qu'ils ont un très bon effectif, genre titulaire. Et dès que tu passes aux remplaçants, sans manquer de respect à Westbrook ou autre, on devient tout de suite limité. Alors, comme on vous a dit, jusqu'à des Derrick Jones Jr., des Norman Powell, on peut citer beaucoup plus de noms aux Clippers qui a un niveau, je sais pas si on peut dire playoff, mais en tout cas qui a un niveau qui permet un maintien d'effectifs important. Et si ça va se jouer en 7 matchs, il y aura encore aussi du coup cette influence de fatigue sur la longueur. Je suis d'accord. Et puis, comme tu le disais, aux Nuggets, par exemple, pour vous donner un exemple concret d'écart de niveau entre le joueur titulaire et son remplaçant, beaucoup d'amour pour lui et de respect pour ce qu'il a fait,
Mais bon, actuellement, quand tu passes de Jokic à DeAndre Jordan, bon, voilà, ça te donne un peu une idée du gap qu'il y a entre les joueurs titulaires des Nuggets et leurs remplaçants. On a vu qu'il a dû faire 1 au match à 15 points et tout le monde était waouh. Alors que c'est sûr que... C'était l'enflammade. Voilà, il y a un sacré gap, comme on vous disait, oui, entre l'effectif titulaire et dès que les remplaçants commencent à entrer en jeu pour les Clippers, pour les Nuggets, pardon. En tout cas, c'est fou que cette série, tout le monde l'annonce serrée. La preuve encore, là, on annonce 4-3, chacun d'un côté différent. Et en fait, je pensais quand on préparait l'épisode, des points de bascule, on aurait pu en donner 50, tu vois, hormis le fait de est-ce que Kawhi reste en forme, on aurait pu mettre à quel point Ivica Zubac va réussir à défendre Jokic. En fait, j'y ai pensé tout un aussi, tas de points, oui, parce que en vrai, c'est un des défenseurs qui peut le défendre physiquement, au niveau ils ont un peu le même des physique, mouvements, ils ont un peu le même physique, grand, lourd, pas trop musclé, mais du coup mais que t'as pas envie de jouer, qui pose des problèmes, qui pose des problèmes à leurs adversaires avec ne serait-ce que leur poids, donc ouais, t'en as un des deux qui recule, à mon avis, c'est pas facile d'être derrière. Non, c'est sûr, vaut mieux pas derrière. T'as le bip du poids lourd qui arrive. Ouais. Et là, il sonne en continu, t'as déjà touché, c'est fini. En tout cas, ouais, ça va être une grosse série. Je pense que ça va être une belle série et une des plus intéressantes. Et n'hésitez pas, franchement, à aller voir cette série, puisque faut que ça aille en 7. Jokic sûr, et en plus, les Clippers sont durs et accrocheurs, donc franchement, allez, s'il vous plaît, laissez-nous un Kawhi en pleine forme jusqu'au bout de la série, qu'il puisse y avoir vraiment opposition à son maximum. Jusqu'au bout. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette opposition. N'hésitez toujours pas à vous abonner toujours plus nombreux à chaque fois, à mettre des likes, à partager. Le merch arrive. Vous pouvez passer les commandes sur le compte Instagram, n'hésitez pas. Ça va bientôt partir en commande, donc n'hésitez pas. Bien sûr sur les plateformes de podcast aussi, souvent les lendemains des diffusions sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, etc. Et tout ça envoie de la force pour nous, et on continue sur toutes les previews de ces oppositions de playoffs, et on se retrouve très bientôt. À bientôt, ciao.